Bonjour à vous, je suis Maître Sodium. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de la franchise Hellraiser avec ce second volet réalisé par Tony Randall et sorti en 88, Hellbound Hellraiser 2, c'est parti. Suite à la sortie et au succès rencontré par le premier film en salle, la New World, qui avait déjà envie de prolonger l'expérience lors du montage de celui-ci, lança la production d'une suite. Barker, d'abord envisagé comme réalisateur, s'avère trop occupé à l'écriture de son roman Cabal, qui sortira en 88, ainsi que sa future adaptation, qui sortira, elle, en 90. Nous en reparlerons une autre fois. Cependant, cela ne l'empêchera pas de participer au film en tant que producteur exécutif en écrivant le scénario de base qui sera adapté en script par Peter Atkins, ancien membre de la Dog Company, qui peinait à faire décoller sa carrière de musicien et voyant ici l'opportunité de se lancer dans une carrière de scénariste. Barker lui-même conseilla à Atkins de mentir au producteur Christopher Figg et de lui annoncer que c'était pas la première fois qu'il écrivait un scénario. Il rencontra alors Tony Randall, qui fut choisi comme réalisateur pour ce second volet. N'étant pas néophyte dans le milieu, le monsieur ayant participé à la production au montage du premier volet, Hellraiser 2 reste cependant son premier long métrage en tant que réalisateur. Il déclarera lui-même avoir appris à réaliser durant les premières semaines du tournage avec la grande assistance d'Andy Armstrong, ainsi que Robin Vigeon, encore lui, qui dut carrément aller le chercher dans son bureau le premier jour, Randall étant paralysé par la pression et le stress qu'engendrait la réalisation de ce projet. La société des effets spéciaux Image Animation, admirez mon superbe accent, dirigée entre autres par Bob Keane, réempila pour cette suite, même si c'est Geoff Portas qui supervisa tout le film, Bob Keane travaillant alors aux États-Unis. A noter que Bob Keane déclare avoir supervisé la création de l'enfer avec Barker afin que ça reste cohérent avec l'aperçu qu'on en avait dans le premier film. Christopher Young revint aussi à la composition et signera sans doute là la meilleure bande-son jamais réalisée pour la saga, celle-ci étant en adéquation avec l'ambition du film, faire de Hellraiser un grand opéra démesuré. C'est chose faite avec Cliff Culley, qui s'occupa des matte paintings pour les décors impossibles à réaliser avec le budget, le film ayant l'intention d'explorer la dimension des Cénobites tout en faisant suite à l'intrigue du premier volet. Après un résumé du premier volet, nous avons droit à une brève séquence où nous retrouvons Doug Bradley jouant le rôle du capitaine Elliot Spencer. Il est un soldat britannique ayant combattu pendant la Première Guerre mondiale et est en train de résoudre la configuration des lamentations. Cette scène, servant de foreshadowing pour le film, nous permet d'ajouter un élément important au lore de la franchise. Les Cénobites sont d'anciens humains choisis par la boîte pour rejoindre l'ordre de l'Entaille. Suite à ce flashback, nous retrouvons Kirsty, toujours jouée par Ashley Lawrence, internée de force dans un asile après les événements du premier film. Se réveillant à peine, elle est interrogée par la police ayant découvert le corps des différentes victimes de Julia et Frank, ainsi que le matelas où elle fut tuée. On apprend aussi que son copain fut renvoyé chez lui et qu'il était très bavard. Une justification très légère quand on sait l'obsession qu'a le médecin pour le cube, ainsi que l'importance qu'il accorde au témoignage de Kirsty. Mais passons. Nous faisons ensuite la rencontre avec le psychiatre et chirurgien Shannar, joué par Kenneth Grahame, qui nous est présenté avec un monologue sur le labyrinthe que représente l'esprit humain. Du foreshadowing, on découvre aussi le personnage de Kyle, joué par William Hope, que je connais surtout pour son rôle dans Aliens le Retour. Lors de sa première nuit dans l'asile, Kirsty aperçoit Tiffany, jouée par Imogen Borman, choisie pour ses traits juvéniles et son allure, disons spectrale. Elle est une jeune fille muette, internée depuis 6 mois et passe son temps à résoudre des casse-têtes. Kyle nous explique alors que Shannar approuve cette démarche et y voit un esprit cherchant à se reconstruire. Du foreshadowing, encore. Alors que Kirsty cherche le sommeil, le montage du film nous fait comprendre que Tiffany semble résoudre un semblant de configuration et un individu se présentant comme Larry fait parvenir un SOS en direct des enfers. Me demandez pas comment, c'est la seule déduction qu'on peut tirer de cette scène, mis à part un stress post-traumatique, mais le film ne va pas dans ce sens donc bon. En revanche, c'est un élément qui sera repris dans les suites ainsi que les comics en nous présentant d'autres moyens d'invoquer les Cénobites qu'avec la configuration classique. Après une scène où Kyle surprend Shannar demandant à obtenir le matelas retrouvé dans la maison, on a le droit à un rapide flashback issu d'une scène coupée du premier volet, nous montrant le mariage de Larry avec Julien. Kyle, soupçonnant son supérieur de quelque chose de louche, décide de mener une investigation chez lui. Le film nous présente alors une nouvelle facette du Dr Shannar, celle d'un homme étant tellement obsédé par l'occulte et de ce qu'il y a après, qu'il en a perdu son humanité. Déjà détenteur de plusieurs boîtes, collectionnant des brochures parlant de paranormal et possédant même une photo de ce cher Pinhead avant sa métamorphose. Tous ces éléments nous faisant comprendre que Shannar est au courant de la nature de ce qu'il recherche et qu'il connaît certaines de ses règles. A noter que l'on peut apercevoir le portrait d'Aleister Crowley sur un mur. Figure britannique bien connue, souvent controversée avec ses mœurs sexuelles et ses liens avec plusieurs organisations occultes. Ce petit détail venant confirmer le désir des auteurs de cette saga à ancrer leur mythologie sur des légendes et des faits et individus historiques du monde réel. Vint la scène qui fera tourner l'œil aux âmes les plus sensibles, Shannar surgit avec un patient croyant être couvert d'insectes, qu'il arme avec un rasoir afin qu'il s'automutile.
Notez le petit détail humoristique avec Shannar prenant soin de pousser la porte pour couvrir le bruit. Particulièrement viscérale et gore, cette scène de résurrection est l'antithèse même de celle du premier film qui se voulait onirique. L'absence de musique venant renforcer à merveille toute l'intensité et l'horreur de la scène. De cette boucherie surgit Julia écorchée, jouée par Deborah Joel. Son aspect me renda perplexe lors de mon premier visionnage. Mais après réflexion, au vu de la quantité de sang versé, ainsi que le pauvre air lui ayant servi d'apéritif, il est logique qu'elle revienne sous forme d'écorché directement. Après ce retour fracassant, nous avons droit à une scène où Shannar et Julia se rapprochent. Il va jusqu'à l'habiller et la couvrir de bandages. Une scène tirée de la nouvelle originale où, commençant à ressentir la douleur avec la reconstitution de son corps, Frank demandait à Julia de le recouvrir de bandes. Le gentil docteur, prenant bien soin de sa patiente, lui livre plein de jeunes femmes afin qu'elle puisse se reconstituer totalement, et ce, jusqu'à sa peau, nous permettant de retrouver l'actrice Claire Higgins dans le rôle. Kyle, ayant maintenant la preuve de la véracité de l'histoire de Kirsty, appelle la police et... Ah bah non, pardon, il la fait sortir et fonce tous les deux chez Shannar. Pendant que Kirsty fait le tour du rez-de-chaussée et tombe sur la photo de Pinhead avant sa transformation et s'en empare, Kyle tombe sur Julia et se fait tuer. Vint la nouvelle confrontation entre Kirsty et Julia, elle se toise du regard, Julia la provoque, Kirsty crie « C'est l'heure de la vengeance !» Alors, on peut être surpris que Kirsty se fasse étaler d'un revers de main, mais il est stipulé toujours dans la nouvelle originale que Frank, suite à son retour des enfers, avait une force surhumaine. Le problème, c'est que ça aurait été sympa de le mentionner quelque part dans un des films. Bref, Shannar interrompt les retrouvailles et amène Tiffany pour lui faire ouvrir le cube. Notez que le décor de la pièce d'invocation renvoie à l'idée de l'hôtel à offrande que Frank installait dans la nouvelle. Les Cénobites débarquent, et la femme Cénobite a changé d'actrice. En effet, Grace Kirby ayant très mal vécu sa transformation avec le maquillage dans le premier film, elle cède sa place pour cette suite à Barbie Wide. J'ignore si c'est par manque de temps ou une volonté de garder le même personnage, mais je trouve que personnellement le visage de l'actrice trop rond faisant perdre le côté squelettique du Cénobite. Ensuite vint le leader qui est officiellement nommé Pinhead dans les crédits de ce film. On peut souvent lire ou entendre que le personnage n'est devenu central qu'à partir du troisième volet. Il faut savoir qu'il était déjà le seul personnage mis en avant sur l'affiche du premier film, et que même si en dehors de la scène d'intro il n'est pas si présent dans celui-ci, il a tout de même le droit à un plan d'introduction pour lui tout seul, sublimé par la bande-son de Christopher Young. Bref, Pinhead déclare que ce n'est pas Tiffany qui les a appelés, mais qu'elle est seulement l'outil de la personne désirant les rencontrer. Donc ils repartent, je plaisante pas, ils repartent vraiment, laissant la porte ouverte comme ça. J'imagine qu'ils vont chercher Shannar et Julia qui sont rentrés dans le labyrinthe, mais tout de même ça fait pas très sérieux. Kirsty saute sur l'occasion pour entrer dans le labyrinthe avec l'espoir d'y retrouver son père. Là, elle a le droit à une vision nous montrant l'impact néfaste que Julia a eu sur sa vie. Du côté de Tiffany, même combat, on comprend que sa mère l'a confiée au docteur avant de se faire tuer devant ses yeux. Mais je n'ai jamais vraiment bien compris. Le flashback nous montre que Tiffany parlait encore lorsque sa mère fut tuée, jusqu'à là, ok, son traumatisme explique pourquoi elle se mure dans le silence et qu'elle se retrouve internée, mais mis à part si j'ai loupé quelque chose, pourquoi sa mère demandait de l'aide au médecin à la base ? J'en suis venu à l'hypothèse que Shannar lui-même aurait tué la mère pour se servir de Tiffany afin d'ouvrir la boîte, mais je me base sur ma propre interprétation des flashs que Shannar a lui-même plus tard dans le film. Flash qui le montre enfant déjà en train de s'amuser avec le corps d'être vivant, mais ça explique toujours pas de quoi la petite souffre. Je force un peu le trait, je l'avoue. Atkins et Randall expliquent eux-mêmes que Tiffany est muette avant le meurtre, expliquant pourquoi à la base elle l'a confié à Shannar. Mais ça reste difficilement clair lorsqu'on se contente de visionner le film sans regarder les bonus. Mais enfin passons. Pendant ce temps, Julia, toujours en compagnie de Shannar, lui fait une petite visite au sein du labyrinthe. Une scène qui justifie à elle seule le visionnage du film, on y découvre Léviathan, dieu de la chair, de l'avidité et du désir, seigneur du labyrinthe. Son design et son concept, sous forme de géométrie parfaite, n'est apparu qu'à la troisième version du scénario et est une création d'Atkins et Randall. Barker en parlait déjà dans la première version, mais l'on s'y référait alors sous le nom de la Grande Bête. L'idée était d'en faire une abomination Lovecraftienne munie de tentacules baignant dans un fluide plein de mucus et de sang. Randall ne voulait pas d'une créature comme représentation d'une idée si abstraite, et proposa avec Atkins le design que l'on connaît, une forme géométrique crachant des faisceaux de lumière noire et accompagnée d'une corde de brume annonçant en morse son nom.
Concept qui séduit énormément Barker, qui valida cette idée, donnant à cette représentation de l'enfer un hôte digne de ce nom. Julia, après avoir présenté son maître, se retrouve à expliquer le plan orchestré par celui-ci. Son but était de revenir sur Terre pour amener une âme en enfer. Elle le livre alors à Léviathan, et le place dans une chambre de reconstruction afin d'être changé en Cénobite. Au même moment, Kirsty se retrouve face aux Cénobites, mais il la laisse passer, partant du principe qu'ils auront l'éternité pour jouer avec elle. Elle se retrouve alors dans une pièce où l'on peut voir une traduction visuelle d'une tentation inatteignable vecteur de frustration, mais plot twist, l'individu qui l'a appelée n'est autre que... It's Frank. It's Uncle Frank. Cette scène est l'occasion de vous parler de l'absence d'Andrew Robinson dans ce second volet, hormis la scène coupée du premier film. Il était prévu dans le script original que Larry se retrouve en enfer, relié par le bras avec Frank. Barker et Randall tenaient à ce détail, mais Atkins était contre cette idée, expliquant que contrairement à Frank et Julia, Larry n'avait rien fait pour être prisonnier dans le monde des Cénobites. Andrew Robinson refusa cependant de reprendre son rôle, officiellement car il n'aimait pas le scénario et qu'il n'y voyait pas la patte de Barker. Officieusement, il semblerait qu'une divergence sur la somme demandée par l'acteur fût à l'origine de cette absence. Le plus étrange dans cette histoire reste que Barker avait précisé lui-même à la fin de sa nouvelle que Larry ne se trouvait pas dans la configuration et donc pas dans le monde des Cénobites. Revenons-en au film. Frank nous donne des explications sur son enfer personnalisé, subtil. Il fait toujours part du désir qu'il éprouve pour sa nièce, et après une rapide confrontation qui se résout par Kirsty faisant un tour de passe-passe, Julia se joint à la fête et... Fatality. Kirsty et Tiffany se confrontent alors à Julia, qui est rappelée par Léviathan. Je vois que cette explication à cette scène. Les filles s'enfuient et parviennent à sortir du labyrinthe. L'asile étant pris d'assaut par les enfers, elles se retrouvent face à Shannard, changé en Cénobite et contrôlé par Léviathan en personne. Je me permets un bref arrêt sur son design que je trouve tout de même moins inspiré que celui de nos 4 comparses originaux qui avaient chacun une entité propre. Après, entendons-nous bien, ce n'est pas mauvais, c'est pas raté, c'est juste que je m'attendais à plus. Heureusement que les tentacules et les mandibules sortant de ses doigts viennent apporter un peu d'exotisme à l'ensemble. Avec cette apparition, Tiffany retrouve la parole et s'enfuit avec Kirsty avant de se retrouver nez à nez avec les Cénobites classiques. Remarquez le changement de design de Chatterer, toujours joué par Nicolas Vince. Il est précisé dans le documentaire qu'une scène tournée ou non devait nous présenter un salon infernal de beauté, mettant en scène Chatterer accompagné par un personnage se nommant le maître des jouets. Il devait s'y faire étirer la peau du visage à l'aide d'un casque pour faire y apparaître ses yeux. Ce changement devait principalement aider l'acteur à pouvoir voir avec le costume. Bref, Kirsty leur fait comprendre alors qu'ils n'ont pas été toute leur vie des serviteurs de Léviathan, grâce à la photographie prise précédemment. Ce passage vient encore souligner la différence fondamentale qu'il y a entre les Cénobites et les autres créatures et tueurs en série des films d'horreur de l'époque. On peut dialoguer avec eux, et ce ne sont pas des vulgaires monstres assoiffés de sang. Ils servent le mal, enfin c'est une question de point de vue, pas si l'on veut, mais ça reste des individus effectuant un rôle qui leur a été imposé et non celui qu'ils ont choisi. Bref, Shannard débarque et c'est la bagarre. Les Cénobites retrouvant leur humanité et étant sous choc de cette révélation, se font massacrer les uns après les autres. Mémorisez bien qu'ils redeviennent humains, ce sera important pour la suite. Les filles n'ont le labyrinthe que pour seule issue et se retrouvent face à la colère de Léviathan. Tiffany a la bonne idée de récupérer le cube qui s'est changé précédemment sous forme de Léviathan afin de le résoudre pour stopper le désastre. Shannard débarque et est sur point de la tuer, mais là Julia apparaît et l'embrasse. Le docteur, toujours résolu à tuer la jeune fille, se détourne de sa reine des enfers afin d'en finir. Il coince ses appendices dans le sol et Léviathan semble tirer Shannard de son côté, ce qui le décapite face à la jeune fille qui, sous le choc, frôle une chute mortelle avant d'être attrapée par Julia qui n'est autre que Kirsty ayant enfilé sa peau. Léviathan, fou de rage, prend alors la forme de la configuration, contraignant les deux jeunes femmes à fuir pour sauver leur vie. Une fois revenues dans le monde réel, elles partent de l'asile ayant gagné leur combat contre l'enfer. Mais c'est pas fini! Nous retrouvons nos chers déménageurs du premier film dans la maison de Shannard découvrant le fameux matelas. L'un d'eux se fait littéralement avaler par celui-ci, ce qui devait faire originalement apparaître Julia, mais fut remplacé par le pilier des âmes, Claire Higgins refusant de devenir la figure centrale de la franchise. Le pilier, quant à lui, donne la possibilité aux Cénobites de renaître et de reformer les rangs de l'ordre de l'Entaille au service de Léviathan. Et c'est la fin. Enfin pour le moment. What is your pleasure, sir? Je pense que ça s'est ressenti tout le long de l'histoire, mais ce film est riche, très riche. Sûrement trop ambitieux, on sent que le film n'a pas le temps de traiter tous les éléments qu'il met en place. Nous présenter les origines de Pithead est une bonne idée en soi, mais sans contexte, elle sert seulement à amorcer la transformation de Shannard, ainsi que la scène de combat entre les membres de l'Ordre.
Les différentes confrontations avec Julia et Frank sont souvent réglées à coups de deux ex machina. Je ne comprends toujours pas le pourquoi de la mort de Julia par exemple. Le personnage de Shannard aurait mérité à mon goût un peu plus de développement, nous permettant de comprendre les événements l'ayant conduit à se tourner vers l'occulte. Le personnage de Kirsty qui n'évolue pas vraiment, et malgré la volonté du film à nous montrer l'impact des événements survenus précédemment sur sa psyché, reste trop en surface car l'histoire n'a pas le temps de s'attarder là-dessus. Tellement pas le temps que les scènes entières qui devaient être tournées auraient semble-t-il été oubliées ou non retenues au montage, et comment ne pas parler de la fameuse scène où il manque le plan d'insert. 2 seconds. Just 2 seconds, don't move. Ok, let's go. Mais je vais pas cracher dans la soupe non plus, on peut déjà saluer le travail de Peter Atkins qui débutait sa carrière avec ce second volet, cela doit pas être simple de rejoindre un navire en cours de traversée, et malgré certains défauts, cette suite reste digne du premier volet. Même si j'ai critiqué la scène d'introduction, elle rentre dans la promesse de nous faire découvrir le monde des Cénobites. Grâce à ce film, le lore s'est énormément enrichi, on sait maintenant comment les membres de l'ordre naissent, on découvre leurs dimensions, leurs moyens de survivre en cas de défaite, ainsi que leur maître, Léviathan, qui tire son nom du monstre marin symbolisant le chaos ayant lutté contre le Créateur. Un nom qui fut donné par Atkins qui n'avait pas songé au raccord que ça faisait avec le principe de la dimension des Cénobites, qui métaphoriquement illustre le labyrinthe de notre esprit, où voguent nos traumatismes, nos cauchemars et nos peurs. Bref, on n'a pas à se plaindre à ce niveau-là, Barker, Atkins et Randall ont tenu leurs promesses et ont fait un excellent travail. On pourrait tiquer sur l'inaction des Cénobites originaux ainsi que leur mort, mais il faut prendre plusieurs éléments en compte. De une, la scène de confrontation avec Shannard avait été imaginée beaucoup plus spectaculaire que celle auquel on a eu le droit. Un manque de budget semble-t-il. De deux, il était envisagé au départ de faire de Julia la figure iconique de la franchise et non de Pinhead. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, déjà la sortie du premier volet en salle a créé une fascination chez le public pour la tête d'épingle, au grand désarroi de Barker qui ne l'avait pas envisagé comme cela. Il voyait plutôt ce rôle échouer à Julia, mais l'actrice refusa de reprendre ce rôle ad vitam aeternam. En résulte des séquelles se traduisant par un rôle important pour Julia dans l'intrigue, ainsi qu'une iconisation de son personnage de Pinhead, malgré son manque d'importance dans le film, ainsi que sa mort à la fin de celui-ci. En extrapolant encore un peu, on peut voir dans la mort de nos 4 comparses favoris un message pour les fans d'Hellraiser nous expliquant que la franchise ne se résume pas seulement à Pinhead et ses potes. D'ailleurs, en parlant de Julia, elle continue à avoir une place de choix dans cet univers, déjà associée à l'image de la mère redonnant la vie à son fantasme dans la nouvelle originale, un parallèle fait dans ce film où elle donne vie indirectement à un nouveau Cénobite. Elle est ici mise en parallèle avec le rôle de la marâtre de Blanche-Neige, le film ayant la subtilité de nous le balancer en plein visage lors de sa première confrontation avec sa belle-fille. They changed the rules of the fairy tale. I'm no longer just the wicked stepmother. Now I'm the evil queen. So come on. No! Take your best shot, Snow White. Ce qui est dommage, car la vision de Kirsty et le fait qu'elle arrache le cœur de Frank étaient déjà des éléments suffisants pour nous renvoyer à cette comparaison. À ces éléments, je rajouterai la configuration de Léviathan qu'on pourrait associer à la pomme, symbole de la tentation, avec cette scène où Tiffany tend à aller vers Julia afin de récupérer l'artefact. Notez au passage la symétrie visuelle entre cette scène et celle de l'ingénieur poursuivant Kirsty dans le premier, le film renvoyant régulièrement la balle à son prédécesseur comme la prélogie Star Wars avec la trilogie originale. D'ailleurs, c'est drôle, car l'acteur jouant inspecteur de police au début du film est un des rebelles attaquant l'Étoile Noire dans Un Nouvel Espoir. Bon, il faut que j'arrête avec mes digressions, je finis par perdre tout le monde, j'en étais où déjà ? Ah oui, Tiffany. Tiffany qui est dans ce film le symbole de la pureté, simple outil servant au sombre dessein de son père, la muselant symboliquement. Elle finira par s'émanciper en découvrant le véritable visage de son tortionnaire et retrouvera la parole afin de prononcer quelque chose que tous les parents interdisent à leur enfant. Ce cher parent qui est médecin, figure de confiance par excellence, mais qui est ici obsédé par l'occulte et de ce qu'il se trouve au-delà de notre dimension, usant et abusant de son autorité afin d'utiliser ses patients comme de simples outils pour parvenir à ses fins, ce qui ironiquement se retournera contre lui lorsqu'il parviendra à devenir un Cénobite, devenant lui-même le bras armé, un outil au service de Léviathan. En bref, un film généreux mais mal maîtrisé, avec le meilleur score musical de la saga et la seule représentation du monde des Cénobites au cinéma. Je lui préférerais toujours le premier volet, mais il reste une excellente suite respectant le lore déjà installé, et venant se greffer naturellement à son prédécesseur. 2 films qui nous proposent une vision originale de l'enfer, un voyage dont l'on ne revient pas indemne. Je vous avoue que lorsque je me lance dans le revisionnage du premier volet, quasi tout le temps j'embraye avec la suite directement après. J'aime cette duologie. Pour conclure, le film sorti en 88 a rencontré un succès moins important que le premier volet, mais rentra tout de même dans ses frais. Au même titre que son prédécesseur, la société de production et Barker prévoyait déjà de faire une suite, où il devait entre autres se développer le background de Pinhead à peine évoqué au sein de ce second volet.
Il permettra aussi l'apparition d'un univers étendu en comics, mais ça, nous en reparlerons une autre fois. Au même titre que la première vidéo, je vais vous présenter les différentes éditions de l'œuvre. Si vous voulez vous procurer le film, il a été édité par ESC en Blu-ray et en DVD. Vous avez droit sur la galette à donc la version cinéma, la version Director Cuts, les making-of d'époque, les interviews, les commentaires audio de Peter Atkins et de Tony Randall, ainsi que la fameuse scène coupée des Cénobites déguisés en chirurgiens. Spoiler, on a loupé que dalle. Pour le documentaire, toujours chez ESC, donc ça contient le documentaire sur Hellraiser 2, Les Écorchés en français, et aussi sur le premier et le troisième, donc attendez-vous à le revoir. Si c'est la BO qui vous intéresse, elle est sortie en CD et en vinyle en 89, donc ici c'est la version de l'époque, sinon elle a été remasterisée pour les 30 ans du film en 2018, et est ressortie en bundle avec celle du premier. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous, salut!